Cyberattaque, tous responsables ou tous irresponsables? Dans l'ère de la géopolitique du cloud, les cyberattaques sont des armes non conventionnelles comme les autres. Est-ce qu'on doit considérer qu'aujourd'hui nous sommes en guerre? Guerre hybride, guerre de manipulation et non plus une guerre d'information. Pendant que la donnée est dans le domaine public, est-ce qu'on ne doit pas avoir des discussions sur les plus bas salaires de cette nation ? Est-ce qu'on ne doit pas avoir des discussions sur les disparités salariales ? S'agit en disant la responsabilité c'est le prestataire de ce qui s'est passé en matière de cybersécurité. Attention, ils n'étaient pas bien équipés. Directeur de la sécurité, si vous voulez, qui a un rôle qui a beaucoup évolué sur les dernières années. Ces personnes-là sont les gens responsables. Ces personnes-là ont les budgets pour protéger les données. Ces personnes-là doivent s'éduquer à la technologie qui leur permet de protéger leurs données, parce que ces données sont les nôtres. Bienvenue, Mounir Sada. Merci Rachid. Plaisir de vous recevoir, Mounir Sada, dans cette émission de débat 7e Sens. Un format qui a l'ambition, en tout cas, de donner du sens au sens. Donc je pense que c'est le profil, et vous êtes d'ailleurs le profil idoine, pour un sujet qui est plus que d'actualité, au lendemain des cyberattaques qui ont pris pour cible des institutions publiques, des départements ministériels. Mais avant de démarrer le débat, vous présentez Mounir Sada. Je rappelle que vous êtes diplômé de Harvard Business School, que vous avez dans une vie plus ou moins antérieure été conseiller auprès des Nations Unies pour SAP en matière de choix technologiques et que vous êtes directeur partenariat de l'ONG Intelligence Artificielle in Africa. C'est juste. On va revenir effectivement aussi sur cette ONG aussi, par rapport à ce qui peut être fait, parce que l'IA est un vrai défi, un vrai challenge pour l'ensemble des pays du continent. Mais sur la question de cette émission de débat avec vous, 7e Sens, cyberattaque, tous responsables ou tous irresponsables? Parce qu'on est un peu dans un brouillard, le brouillard reste encore épais. Aujourd'hui, on a vu, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, le président de la CNDP, la Commission nationale de protection des données à caractère personnel, qui a fait une tribune chez nos confrères de l'économiste d'ailleurs, en disant attention, ceux qui s'attendent à ce qu'il y ait des têtes qui soient coupées, non, c'est pas le but, c'est pas le sujet. Nous avons tous une responsabilité et nous devons tous être solidaires face à ces cyberattaques. Est-ce que c'est un sentiment et une position que vous partagez, Mounir Sada? Excellente question. Alors non, je ne partage pas du tout ce sentiment. Pour moi, il y a des responsables qui sont en général dans les structures concernées, les responsables de sécuriser la data. Les responsables de la data dans sa nature. Et sécuriser la data, c'est un métier. C'est un métier, c'est un marché, ce sont des intervenants. De la même manière que dans l'automobile, vous avez des leaders mondiaux, dans la cybersécurité, vous avez des leaders mondiaux. Donc moi, mon point de vue est celui de quelqu'un qui a travaillé dans l'écosystème genevois, dans l'écosystème des banques suisses, dans lesquelles la data, c'est le cœur du métier. Pour protéger les clients, protéger les citoyens, protéger leur fortune, etc., etc. Donc l'écosystème genevois a beaucoup à dire sur le sujet. D'abord parce qu'il s'y est aussi brûlé. Et je laisserai vos auditeurs aller jeter un œil sur l'histoire qui a opposé UBS, donc l'Union des banques suisses, avec l'État fédéral américain, d'accord ? Où là, il s'agissait, si vous voulez, d'une fuite de données orchestré par ce qu'on va appeler le maillon à la fois le plus faible, mais aussi le plus fort dans ce domaine-là, qui est l'employé de la structure. D'accord ? Donc pour la petite histoire, l'Union des banques suisses a été interdit bancaire aux États-Unis suite à un procès qui s'est soldé par un settlement public à un peu plus de 4 milliards de dollars. Mais la fuite des données émanait d'un employé qui avait le droit de manipuler les données et qui, en cyberactiviste, si vous voulez, a donné la data à l'ambassade américaine à Genève. Donc ça veut dire qu'il y avait la première faille en fait, et la faille n'était pas ni technique ni technologique, elle était humaine. Absolument. Est-ce qu'on est dans une même configuration selon vous? Je rappelle qu'il y a une enquête qui est en cours, mais c'est les valeurs aujourd'hui. Vous dites-vous déjà, vous n'êtes pas du tout sur la même position que le président de la CNDP ou Marcel Auchny, qui considère que nous sommes tous responsables, ou que nous devons en tout cas tous être responsables et solidaires par rapport à ce qui s'est passé, ces cyberattaques qui ont ciblé des institutions publiques et des départements ministériels à ce jour. On espère bien sûr que ça va s'arrêter là, mais on n'en sait rien. Il paraît en cyberattaque et attaque cybernétique. Mais vous dites, voilà, ce qui s'est passé avec l'expérience, retour d'expérience au niveau de la Suisse et des banques suisses, et ce litige extrêmement compliqué et étendu qu'avec les États-Unis d'Amérique, dites-vous, c'était ce qui a été pointé du doigt, c'était une défaillance, voire une complicité interne. Alors, c'est un cas d'étude. Ouais. Bien malin aujourd'hui qui peut vous dire d'où est venue l'attaque.
Par contre, il faut caractériser la nature de l'attaque, d'accord? Et on peut revenir sur la question technique un petit peu plus tard. Quand on a affaire à du cyberactivisme, d'accord, on n'a pas affaire à de la malhonnêteté pure. Et donc là, les références, évidemment, ce sont WikiLeaks, ce sont Julian Assange, ce sont des gens comme Manning aux États-Unis, etc. Donc des gens qui ont pris de la data, qui l'ont divulguée d'une manière ou d'une autre, par activisme, d'accord? Et donc c'est-à-dire activisme par militantisme. Par militantisme. Si le choix de la cible, c'est une manière de caractériser la nature de l'attaque, d'accord? Donc là, pour le coup, la CNSS, c'est pas Bank of Africa, c'est pas Attijari Wafa Bank, c'est la CNSS, d'accord? Donc le choix de la cible, c'est une chose. Ensuite, l'exigence ou la demande de la personne qui vous attaque. Moi, pour avoir travaillé encore une fois sur la Suisse, on a travaillé avec des hôpitaux, par exemple. Il y a des hôpitaux en Suisse qui sont attaqués quotidiennement. Pas qu'en Suisse, hein. Je rappelle aussi qu'il y a des attaques sur des CHU, sur les hôpitaux publics, exactement, pour la donnée en matière de santé. Exactement. Ouais. Et donc là, je parle de ce que je connais, moi. Par exemple, l'hôpital de Genève a été attaqué. Quand un cyberattaquant attaque l'hôpital de Genève, il bloque tous les systèmes et il demande X millions d'euros. Je crois pas que ça a été le cas pour la CNSS. Donc il y a eu divulgation de données. C'est-à-dire de la rançon, c'est-à-dire l'attaque ciblée avec comme philosophie le fait de vouloir rançonner l'institution ou en tout cas l'établissement qui a été attaqué. Là, pour le cas, à moins qu'on ne sache pas tout, mais il me semble que la divulgation est une divulgation gratuite. D'accord ? Est-ce que l'attaque est gratuite? Parce qu'en fait, si vous dites divulgation gratuite de data, de données personnelles de 2 millions de particuliers et de plus de 500 000 entreprises, est-ce qu'on peut considérer, même si je rappelle une fois de plus que l'enquête est en cours, pour déterminer les responsabilités ou les responsables et mettre toute la lumière sur ce qui s'est produit, est-ce que si à partir du moment où on dit l'attaque est gratuite? Il y a un volet juridique évident qu'on peut pas excuser, d'accord? Attaquer une organisation souveraine comme la CNSS, etc., c'est jamais anodin. D'accord ? Maintenant, il faut essayer de donner du sens à cette attaque. Très bien. Si on se concentre sur le volet technique et cybersécurité, on perd, si vous voulez, tout le bénéfice de ce genre de situation qui est dans l'analyse de la donnée. Moi, j'étais ravi de voir que de grands dirigeants marocains gagnent très bien leur vie. C'est tout à fait légitime. Le débat se situe pas là. On est content que des gens à l'OCP, à l'Almada, à l'UM6P, etc. gagnent très bien leur vie. C'est signe d'une économie saine. D'accord ? Que cette info soit maintenant dans le domaine public, on a un problème juridique. Mais essayons de dépasser cela, pour se dire, maintenant que la donnée est dans le domaine public, est-ce qu'on ne doit pas avoir des discussions sur les plus bas salaires de cette nation ? Est-ce qu'on ne doit pas avoir des discussions sur les disparités salariales, qui sont des sujets absolument ouverts en Angleterre, en France, en Allemagne, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de patrons, notamment en France, qui disent, écoutez, voilà, le range, ou en tout cas les multipliers qu'il faut établir dans l'entreprise pour être une entreprise responsable, c'est de dire, voilà, le patron de Renault ne peut pas gagner plus de 200 fois. Donc revoir les écarts, en fait, entre le plus haut salaire et le plus bas. Absolument. Donc Mounir Salah, c'est intéressant. Vous dites, vous, aujourd'hui, maintenant que tout est établi, que toute la data, en tout cas, particulier entreprise, c'est-à-dire tout l'ensemble des collaborateurs, est dans le domaine public, vous dites, voilà, ouvrons le débat. Absolument. Aussi pour essayer de remettre un peu d'ordre ou en tout cas de redonner du sens aux organisations entreprises, positionnement de chacun aussi au niveau salarial. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est de se dire voilà, on a été attaqué, c'est une attaque politique avec des visées motivées par le fait que le Maroc est de plus en plus exposé à l'international de par aussi de plus en plus de rayonnement à l'extérieur de nos frontières, sur le sujet comme l'intégrité territoriale, sur le fait aussi d'être positionné pour organiser des grandes manifestations sportives, comme la CAN d'ailleurs d'ici la fin de l'année et la co-organisation de la Coupe du Monde 2030. Vous dites non, c'est pas ça en fait. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, la data, elle est dans le domaine public. On fait quoi aujourd'hui avec ? Absolument. Alors, déjà d'une part, félicitons-nous de voir que on a une élite marocaine qui est absolument bien rémunérée, c'est tout à fait mérité, etc. Ouvrons le débat sur la question des disparités. Parce que dans toute attaque, il y a un débat à ouvrir. Mais sur le volet technique, j'aime bien apprécier la chose de la manière suivante. Il y a pour un tiers un sujet technique, pour un tiers un sujet sociétal, et pour un tiers un sujet historique. D'accord ? C'est la première fois qu'on a ce grand déballage de données au Maroc, je crois. Corrigez-moi si j'ai tort. Non, il n'y a pas de précédent. C'est une première. Donc, on a évidemment affaire à des cyberactivistes.
de quelque nature qu'il soit, de quelque origine qu'il soit, etc., etc. Et c'est peut-être pas. Alors, il faut résoudre ça parce qu'il y a une question juridique à traiter, mais il faut juridique ou technique. Parce qu'en fait, voilà, aujourd'hui, c'est intéressant de vous avoir aujourd'hui, Mounir Sada, parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup se disent, ils n'étaient pas super protégés, ces départements, ces institutions qui ont été ciblées. Donc, il faut renforcer les systèmes aujourd'hui, en tout cas publics, de protection de la donnée. On verra aussi pour le privé, mais est-ce que le privé doit être aussi, c'est de sa responsabilité et non pas de la responsabilité de l'État? Ça serait intéressant aussi d'avoir votre point de vue là-dessus. Mais là, aujourd'hui, c'est les institutions publiques qui ont été visées. Et donc, ce qui est pointé du doigt, c'est les systèmes publics de protection de la data qui sont visés. Vous dites-vous, est-ce qu'il faut voir de très près ce qui a été fait d'un point de vue technique, ce qui a été installé? Ou vous dites non, peu importe, c'est pas ça le vrai sujet? Alors, on va discuter du sujet technique rapidement et pour en clôturer. Et pour être complètement honnête avec tous vos auditeurs, je suis impliqué dans la vente de solutions de cybersécurité, d'accord? Mais je ne mentionnerai aucune marque dans notre discussion. Très bien. Donc, vous êtes impliqué dans ces, vous avez, c'est-à-dire impliqué, c'est-à-dire concerné, parce que vous avez équipé éventuellement des établissements publics, des institutions publiques qui ont été attaqués ou oui. Donc l'équivalent de la CNSS en France est client chez nous, mais on a aussi des banques suisses en clientèle, etc., etc. Pour situer le débat, la cybersécurité en 2024, c'était un marché de 215 milliards de dollars, d'accord? La projection 2032, c'est 900 milliards de dollars, d'accord? Et ça, je crois que c'est sous-estimé. Donc, je sais pas si vous c'est connaissez. Sous-estimé chez nous ou c'est sous-estimé dans tous les pays du monde? Bien sûr. C'est une estimation qui est sous-estimée parce que on entre dans l'ère des guerres hybrides. C'est-à-dire, on est sorti des guerres de type Deuxième Guerre mondiale, guerre du Golfe, etc., où c'était des guerres physiques. Ce qu'on est en train de voir avec l'Ukraine et la Russie, c'est de la guerre hybride. Les scandales, Cambridge Analytica, c'est de la guerre hybride, etc., etc. Donc, dans l'ère du monde digital, dans l'ère de la géopolitique du cloud, les cyberattaques sont des armes non conventionnelles comme les autres. On déstabilise un pays. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est en guerre aujourd'hui, nous, ou confrontés en tout cas à une guerre hybride? En guerre contre nous-mêmes. Mais... Oui, en guerre contre nous-mêmes. Non, mais voilà, guerre hybride, c'est aussi, certains considèrent aussi à travers le monde, parce qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'ailleurs d'attaques, de cyberattaques aussi dans des pays, la France, parce qu'on connaît très bien, mais j'ai vu qu'en même temps que nous avons été la cible de cyberattaques, il y a eu un pays frère d'ailleurs, et confrère, qui est le Sénégal, qui aussi a été cyberattaqué. En fait, mon interrogation, c'est de me dire, voilà, est-ce qu'on doit considérer qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre? Guerre hybride, guerre de manipulation, et non plus une guerre d'information. On entre dans un monde multipolaire, donc qui est la fin d'une ère quasi unipolaire. Et dans ce contexte multipolaire, la guerre hybride et les cyberattaques, c'est du quotidien. Et c'est du tous contre tous pour divers intérêts, etc., etc. Et j'ai envie de dire, à ce titre-là et dans ce contexte-là, ce qui s'est passé au niveau de la CNSS est relativement bénin. C'est-à-dire, on a affaire à une divulgation de données sur lesquelles il peut y avoir un débat public. Je ne pense pas que ce soit de nature à déstabiliser le royaume, etc., etc. Par contre, à créer le désordre. Ceux qui avancent que ça crée le désordre. À créer une bonne discussion. Pas forcément du désordre. Non. Bonne discussion. Quand est divulgué aussi en termes de data dans le domaine public le RIB de nos compatriotes, est-ce que ça, il y a un autre sujet aussi, il y a le sujet technique sur lequel vous êtes exprimé, mais se dire voilà aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi ou profiter de la situation du moment pour catégoriser la data? Est-ce qu'aujourd'hui on doit considérer que le RIB d'un particulier, d'un citoyen lambda marocain ou d'un salarié d'une entreprise X ou Y, le RIB qui aujourd'hui dans le domaine public, est-ce que c'est une menace? On a de très bonnes banques au Maroc et on sait reproduire un RIB en 24 heures, annuler un RIB, etc., etc. Donc ça fait partie, si vous voulez, du coût que va avoir ce débat public. Voilà. Et j'ai envie de dire, la valeur du débat public dépasse, mais de loin, ce coût qui est un coût collatéral. Donc pour vous, c'est pas il y a pas de sujet, il y a pas de débat sur dire comment aujourd'hui aussi profiter de l'instant pour catégoriser cette data-là, parce que certains considèrent que la data d'un particulier, elle est aussi sensible. Elle doit être catégorisée comme sensible et pas comme une data, comme on dit dans le jargon, une data sale qui ne sert à rien. Alors c'est sensible, on est dans le pénal. Par contre, si l'origine de l'attaque est extraterritoriale, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Donc, voilà. Si l'attaque vient de l'extérieur. Bien sûr. Si elle vient de l'intérieur. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Là, il peut y avoir par contre effectivement débat sur la responsabilité juridique et puis sur
Voilà. Mais dans le monde du cloud, l'attaque peut venir de Corée du Nord, de Chine, peut venir d'un endroit indéterminé. Très difficile de déterminer d'où vient l'attaque. En tout cas, vous dites-vous clairement, aujourd'hui, c'est l'explosion, pas que de la technologie qui est en train de progresser avec l'intelligence artificielle générative, et pas que. Donc ça veut dire aussi profusion de data. On voit la crypto-monnaie aussi qui est en vogue et qui est en train d'être d'occuper en tout cas de plus en plus d'espace. Et certains spécialistes et experts en IT, tech à travers le monde, considèrent de dire attention, ils tirent la sonnette d'alarme auprès des pouvoirs publics en disant plus de data, plus d'IA, plus de crypto-monnaie, c'est plus de menaces en matière de cybersécurité. Est-ce que vous faites cette lecture-là également? Absolument. Le volume de données qui est créé aujourd'hui quotidiennement par des particuliers, mais aussi par de grandes institutions, dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faut comprendre quelque chose. C'est qu'en Suisse, par exemple, il y a autant de data centers pour un pays de 9 millions d'habitants que de data centers pour le continent africain. D'accord? Donc on est là-dessus. Il n'y a en Afrique que 1% des data centers mondiaux. D'accord? Pour, on est quoi, un quart de la population mondiale? Qui va être en progression, plus d'un milliard d'individus. Et les mêmes besoins, même plus de besoins, même des besoins plus importants sur le continent. Donc il faut garder ces ordres de grandeur-là et se dire qu'il y a un retard à rattraper en termes de création de cloud souverain. D'accord? Maintenant, la complexité à laquelle doivent faire face les banques marocaines, mais aussi la CNSS, moi j'estime que la base de données la plus sensible au Maroc, c'est celle de l'Office d'échange. D'accord? Après celle de la police, peut-être. Mais la complexité est la suivante. Et j'ai eu la CNSS en call 3 semaines avant l'attaque, si vous voulez, pour proposer les solutions qu'on propose, qui sont utilisées par des banques suisses, etc. En matière de cyber? En matière de cyber. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est la chose suivante. C'est une organisation comme Tijela World Bank, Bank of Africa, la CNSS, l'Office d'échange, etc. Ce sont pas des centaines de bases de données, c'est des centaines de bases de données de nature différente, sur des technologies différentes, qu'on est obligé de mettre à disposition de ses propres employés dans ce qu'on va appeler des environnements de DevOps, de développement opérationnel. Donc, si je veux faire évoluer les systèmes de la CNSS ou de Tijela Bank ou de Bank of Africa, je suis obligé de donner ma data à une quinzaine d'employés clés, d'accord, qui vont les manipuler comme ils doivent les manipuler. D'accord. Qui sont formés pour l'exercice. Absolument. Ils sont formés pour l'exercice, etc. La tâche la plus difficile dans ces organisations-là, c'est de se protéger contre ses propres employés. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'avoir au sein de ces développeurs, qui sont payés comme ils sont payés, des gens qui sont dans le cyberactivisme et qui lisent la data, qui voient la data, qui voient votre compte en banque, le mien, qui voient nos fiches de paie, etc., etc. Le maillon le plus faible et à la fois le plus fort, c'est le développeur. Donc c'est l'humain. C'est l'humain. Et donc la seule manière de se protéger contre ces gens-là, ce sont des solutions qui coûtent à peu près, on va dire, au bas mot, entre 10 et 15 000 $ du téraoctet, pour lesquels il faut décider rapidement, d'accord? On les a ou on les a pas. La seule manière pour une banque suisse ou pour la CNSS ou pour une banque marocaine de se protéger contre ce maillon à la fois le plus faible et le plus fort, c'est de ne lui proposer que des données qui sont déjà masquées, tout en lui permettant de faire son travail. Anonyme? Parce que je sais qu'effectivement, les banques suisses, de mémoire, je parle sous votre couvert, eux, ils ont effectivement misé sur l'anonymisation, donc rendre totalement anonyme la data. Absolument. Et là, apparemment, c'est le seul filet aujourd'hui de sécurité le plus sûr. Absolument. Et in fine, chez Pictet Bank, chez Gonet Bank, à l'UBS, chez Crédit Suisse, il y a physiquement que 2-3 personnes qui sont elles-mêmes extrêmement protégées et extrêmement surveillées, qui ont accès aux clés de données. Est-ce que ça veut dire, Moula Sada, que tous celles et ceux qui aujourd'hui, en fait, depuis quelques jours, s'agitent en disant, la responsabilité, c'est le prestataire, de ce qui s'est passé en matière de cybersécurité. Attention, ils n'étaient pas bien équipés. Attention aussi, c'est très souvent des freelanceurs, entrepreneurs qui décrochent un marché parce qu'ils ont une proximité avec le DSI. Bref, on entend un petit peu de tout depuis une 8aine de jours et depuis qu'il y a eu cette fuite massive sans précédent de data. Donc vous dites-vous, non, c'est pas, là on est complètement à côté de la plaque.
Alors, dans nos métiers, qui sont les métiers de l'informatique, de la donnée, etc., il y a un rôle. En anglais, on dit Chief Information Security Officer. En français, on dit directeur de la sécurité, si vous voulez, hein, qui est un rôle qui a beaucoup évolué sur les dernières années. Ces personnes-là sont les gens responsables. Ces personnes-là ont les budgets pour protéger les données. Ces personnes-là doivent s'éduquer à la technologie qui leur permet de protéger leurs données, parce que ces données sont les nôtres. Donc on peut pas dire tout le monde est responsable. Il faut aussi qu'il y ait ce niveau de conscience. Absolument. Est-ce que c'est ce niveau de conscience qui aurait pu, je dis bien qui aurait pu, être à l'origine de ce qui a fait défaut chez nous? Alors oui, mais pas que. Oui, mais pas que. Vous avez reçu ici M. Benhima, je crois, la semaine dernière, et il vous a dit on a un problème de procédure publique. Procédure publique, en disant attention, parce que en insistant, en priorisant en tout cas le moins-disant sur l'octroi des marchés publics, sur des enjeux tels que la cybersécurité, ça peut coûter beaucoup plus cher. Absolument. Donc on est sur la question de la célérité du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que non seulement il faut rapidement prendre les décisions sur la dernière technologie, ce qui n'est pas évident parce que la menace évolue chaque semaine. Et le progrès technologique aussi. Absolument. Aujourd'hui, c'est une IA qui vous attaque. C'est pas un codeur. D'accord ? Aujourd'hui, c'est une IA qui scanne votre système en 20 minutes et qui est capable de dire, Rachid Hallaoui, son login et son password pour Microsoft, c'est ça. Et si toi, tu l'as pas détecté, ils sont dans vos systèmes pendant 6 mois et ils peuvent prendre les données qu'ils veulent. Donc, quand on est attaqué par une IA, il faut se défendre avec une IA. Pour les gens qui s'intéressent à ce monde-là, récemment, Google a fait une acquisition en Israël pour 24 milliards de dollars. 24 milliards de dollars, c'est pas mal d'argent, mais c'est pas grand-chose dans le monde de la cybersécurité. Donc, si Google met un ticket tel sur une petite entreprise, d'accord ? Qu'on l'a présenté comme une start-up d'ailleurs. C'est qu'on a changé d'air. Et sachant qu'ils ont toujours 5, 10 ans, voire 15 ans d'avance. Donc est-ce que ça veut dire que le pire est devant nous en matière de cyberattaque, d'attaque cybernétique, parce que je rappelle que notre pays a rendez-vous aussi est dans les radars internationaux, l'organisation d'une compétition continentale africaine d'ici la fin de l'année. Ça veut dire un flux aussi humain et donc de data massif, parce que je rappelle qu'aussi les drivers et autres, c'est aussi beaucoup d'appareillage, si je puis dire, qui collectent de la data. Et en 2030, la co-organisation de la Coupe du Monde. Donc se dire voilà, est-ce que déjà d'une part partout dans le monde, tout le monde s'accorde à dire que la menace cyberattaque est en croissance. Elle sera de plus en plus conséquente, ce que vous avez également dit. Nous, au niveau du Maroc, on va organiser des événements de dimension continentale et internationale. Est-ce qu'il y a péril à la demeure et que, du coup, la vraie menace, le vrai danger est plutôt devant nous que derrière nous? Alors, moi, je veux surtout pas être alarmiste. Non, mais réaliste. Oui, mais vous l'avez compris, moi je suis du parti que chaque fuite de données doit permettre une analyse de la donnée. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, c'est une fuite malhonnête. Très bien, maintenant que la donnée est dans le champ public, il faut se l'approprier. D'accord ? Collectivement. La seule solution à un monde 2030, puisque c'est notre horizon temps, qui soit plus sûr et qui soit bienveillant vis-à-vis des pays qui prennent la responsabilité, c'est une responsabilité, d'organiser des événements internationaux, eh bien, c'est encore une fois la coopération internationale. D'accord ? C'est encore une fois des agences des Nations Unies comme ITU, l'agence des télécoms. C'est encore une fois des instances des Nations Unies qui vont permettre la coopération internationale sur les sujets de cybersécurité pour protéger au moins ce qui relève du bien commun, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, l'UNESCO, l'éducation de nos enfants, etc. Qu'ensuite, il y ait des cyberattaques d'État à État sur des questions stratégiques qui peuvent être sur les ressources naturelles, qui peuvent être sur la question des tarifs, etc., etc. J'ai envie de dire c'est de bonne guerre. Par contre, il faut qu'on se structure pour que le citoyen, comme vous et moi, pour que nos enfants, etc., puissent profiter pleinement de ce qui a fait la joie de notre enfance à nous. Une Coupe du Monde réussie, des Jeux Olympiques réussis, et j'en passe. Est-ce que ça veut dire, Mounir Salah, qu'en fait, nous, pays, en l'occurrence Maroc, on ne pourra pas être seul, en tout cas, à faire face aux différentes menaces. Donc en fait, on est sur une dimension extra-frontalière, extra-territoriale, et que du coup, il faut surtout, et essentiellement dans la perspective de ces événements majeurs que nous allons organiser, resserrer des partenariats solides et costauds, en tout cas, pour faire face à ces menaces qui pourraient s'exprimer en matière de cybersécurité dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années? Alors Dieu merci, le Maroc n'est jamais seul.
Le Maroc a aussi ses propres alliances en cybersécurité, ses propres alliances militaires. Aujourd'hui, quand on organise un événement comme celui-là, que la Coupe du Monde, on est avec la FIFA, etc. Donc, moi, j'ai pas de crainte particulière par rapport au Maroc, d'autant plus que les décennies passées ont démontré que le Maroc était un partenaire sûr en matière de protection cybersécurité, antiterrorisme, etc., etc. Donc non, je m'inquiète pas du tout pour le Maroc. Par contre, évidemment, il va falloir renforcer la coopération internationale entre les blocs qui sont en train de se construire. Et il y a évidemment ou de se déconstruire, ou de se déconstruire, ou de se réaligner. Oui. Mais je pense qu'on est parfaitement prêt pour mettre en œuvre nos clés de lecture sur la question. Dernière petite question, Mounir Sada, si vous permettez. On voit bien que c'est les institutions publiques qui ont été attaquées pour le moment. En tout cas, c'est ce qui est annoncé officiellement. Pas d'informations précises, pas de remontée d'infos sur d'éventuelles attaques du secteur privé, visant le secteur privé, c'est-à-dire le monde de l'entreprise. On voit bien qu'on est face à deux sujets aussi. À la fois, le secteur public et les institutions publiques qui doivent se protéger, ou renforcer, en tout cas, leur protection. Et puis, on a également le secteur privé. Est-ce que ça veut dire, du coup, il faut avoir une approche en termes de gouvernance cyber globale, englobant public et privé, où le secteur privé, selon vous, en tout cas selon certaines voix, doit aussi se prendre en main et faire preuve de maturité pour pouvoir considérer que la cybersécurité, c'est une menace aussi, et avant tout, pour l'entreprise. Alors, souvent en la matière, le secteur privé est beaucoup mieux armé parce que les prises de décision sont beaucoup plus rapides, etc. Ensuite, il faut comprendre que, par exemple, le secteur bancaire ou le secteur de l'assurance, il y a un risque réputationnel à divulguer le fait qu'on est attaqué, même quand on paye des rançons. D'accord ? Donc ça, c'est le monde de la banque. On est attaqué, il faut absolument pas que ça se sache. On paye la rançon, on colmate, terminé. Ça rentre pas dans le domaine public. D'accord ? Donc les banques sont attaquées quasi quotidiennement. Ça, c'est un fait. Bon, on l'a vu chez nous d'ailleurs, il y a encore 2 mois. Donc ça, c'est pas un problème. Là où il faut travailler, c'est effectivement pour permettre aux grandes institutions publiques de prendre des décisions plus rapides, de s'armer véritablement structurellement. Parce qu'il faut s'armer structurellement. C'est pas colmater la brèche et puis on recommence comme avant. D'accord ? Donc il y a des solutions pour ça. Il faut être conseillé en la matière, à la fois par des juristes, mais aussi par des technologistes. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut dégager des budgets aussi pour ça ? Et que c'est en fait est considéré, là aussi, c'est comme l'investissement dans le capital humain. C'est pas un centre de coût, c'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Il y a un concept, donc on en a parlé auparavant. Moi, je suis venu au Maroc essentiellement pour m'occuper des plateformes digitales de l'UM6P. Puis ensuite, les choses se sont passées un petit peu différemment. Mais il y a un concept dont il faut être, sur lequel il faut éduquer, si vous voulez, le grand public, mais également nos dirigeants, c'est ce qu'on appelle la dette technique. La dette ? La dette technique. C'est si sur les 5 dernières années, vous n'avez pas investi en plateforme digitale, en sécurité, etc., à peu près 3% du chiffre d'affaires ou 3% de votre budget, vous avez cumulé sur les 5 dernières années une dette technique. Et on n'y échappe pas. Il n'y a pas de circuit court. C'est quoi ? C'est une règle d'or en cybersécurité ? Ouais. Alors, en règle d'or, dans le digital et dans l'IT de manière générale, si vous êtes une banque, c'est à peu près 3% de votre chiffre d'affaires qui doit aller dans le développement de votre transformation digitale et donc de la sécurité en partie. Si vous êtes une institution publique, c'est aussi à peu près 3% de votre budget qui doit être dédié à la transformation digitale et à la protection des données, parce que c'est une couche. Et on n'y réchappe pas. Si, quand vous regardez les 5 dernières années, les 3% y étaient pas, il faut aller rechercher l'argent. A priori, Mounir Sada, on va bien sûr entendre les résultats, attendre et entendre en même temps les résultats de l'enquête, mais a priori, celles et ceux qui ont été visés tout dernièrement par des cyberattaques, c'est moins de 1% du budget qui était alloué à la cybersécurité. Donc, une dette technique de 2 points. Merci Mounir Sada pour ce décryptage dynamique sur cet univers qui s'est installé chez nous, que certains découvrent d'ailleurs, alors que la menace et l'enjeu cyber, il est bien antérieur à ce qui s'est passé il y a une 8aine de jours. Pour ce décryptage, analyse aussi, et puis sur, la cyberattaque, elle est là. Il faut composer avec, et que la défaillance est d'abord ou essentiellement humaine avant d'être technique. Et que investir dans la cyber, c'est pas une dépense qui, sans retour sur investissement, c'est un véritable investissement avec un vrai retour sur investissement. Merci à vous, Mounir Sada, et à très bientôt. C'est Rachid. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.